Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour la première des 9 émissions thématiques que nous diffuserons cet été avec le soutien de la compagnie d'assurance MMA qui non seulement nous aide matériellement à financer la production de ces émissions, mais qui en plus les fait connaître auprès de ses agents comme auprès de sa clientèle. Parmi ces 9 émissions thématiques, certaines porteront sur des pays, aujourd'hui la Grande-Bretagne, plus tard l'Espagne, l'Allemagne vue de France et la France vue d'Allemagne, l'Union européenne et sa politique commerciale qui a été beaucoup discutée au printemps dernier, et puis des sujets de société comme le tourisme et ses conséquences, ou comme les rapports des jeunes avec l'information, ou comme la situation de ceux qui sont tout en bas de la société quand ils ont besoin de concours, du secours même de l'État. Mais aujourd'hui, nous recevons Pauline Schnapper. Pauline Schnapper, bonjour. Bonjour. Et nous allons nous intéresser à la Grande-Bretagne après avoir remercié ceux qui, en étant allés sur notre site, ont cliqué sur le lien « Soutenez-nous » et ont décidé de nous apporter leur contribution, dont je rappelle qu'elle peut être défiscalisée à hauteur de 66%, c'est-à-dire, pour être clair, si vous nous faites un don mensuel de 30 €, il ne vous en coûtera que 10. Parmi ceux qui nous soutiennent, je remercie Hubert Chapoteau, Jean-Louis Batelier, Benoît Méchart, Harold Dauteville et Guillaume Gégouzeau. Marc-Olivier Padis. Je remercie pour ma part vivement Jean Brunet, Aline Fillette, Geoffroy Merer, David Mulberger et Isabelle Moy. Michaela Wiegel. Je remercie David Terme, Nelson Reginald, Julien Valette, Sébastien Kerleroux et Didier Vincent. Pauline Schnapper. Je remercie Anthony Moalic, Franck Devim, Pierre Auze, Marc Ligouza et Denis Mulman. Lucille Schmitt. Et quant à moi, je remercie Véronique Bujon de l'Étang, Marc Alperovitch, Jérôme Mouly, Claire Sellerier et Russ Nols-Forman. Merci à toutes et merci à tous, et puisse leur rang grossir indéfiniment et incessamment. Nous allons donc, je l'ai dit, nous intéresser à la Grande-Bretagne. Pauline Schnapper, vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle. En 2015, vous avez fait paraître un ouvrage intitulé « Britain and the Crisis in the European Union ». Le 24 mai dernier, donc, Theresa May a démissionné de la direction du Parti conservateur tout en restant Première ministre jusqu'à la nomination de son successeur. Durant son mandat, outre l'échec de sa principale mission, qui était de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, ce contre quoi elle avait pris position au moment du référendum, aucune décision majeure n'a été prise, à l'exception d'une loi antiterroriste controversée, d'une réforme de la justice et de mesures contre le blanchiment d'argent. Les administrations ont vu leur budget fondre, tandis que le gouvernement a laissé les municipalités dépérir. Leurs allocations ont diminué de 49,1% en livre constante entre les années fiscales 2010-2011 et 2017-2018, selon le Bureau d'audit national. Le comté du Northamptonshire, par exemple, pourtant dirigé par des conservateurs, a fait faillite en 2018. Alors que la nouvelle dernière échéance pour le Brexit est fixée au 31 octobre 2019, on s'interroge sur ces diverses répercussions importantes pour le Royaume-Uni. Son union est-elle menacée par les projets d'indépendance de la première ministre d'Écosse ? Les guerres d'Irlande pourraient-elles reprendre et menacer à nouveau ? L'économie britannique souffrira-t-elle de cette séparation d'avec l'Europe ou suivra-t-elle le modèle de Singapour ? Les palinodies de la classe politique, travaillistes et conservateurs confondus, aboutiront-elles à la fin du bipartisme ou à un bipartisme nouveau qui verrait s'opposer les deux vainqueurs des élections européennes, les populistes du Brexit Party et les européistes Lib Dem, libéraux-démocrates, avec un tiers parti, les Verts, susceptibles d'alimenter
ou de compléter une majorité, les Verts qui ont recueilli 12,5% des suffrages aux élections européennes, c'est-à-dire presque autant que les travaillistes de Jeremy Corbyn. Sans oublier, bien sûr, les possibles conséquences de tous ces événements sur la monarchie britannique, question dont nous savons tous qu'elle passionne très largement au-delà des frontières du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Y a-t-il, Pauline Schnapper, parmi ces questions, une par laquelle vous souhaiteriez commencer, ou bien préférez-vous, au contraire, une sorte de déclaration liminaire? Pauline Schnapper. Oula, quelle responsabilité. Je dirais qu'on est quand même, juste pour commencer, au Royaume-Uni depuis 3 ans dans une situation qui est absolument sans précédent. Et c'est ce qui justifie, j'espère, ma présence auprès de vous aujourd'hui. On a une situation politique dont on n'a pas vraiment vu de similaire depuis, en tout cas, 1846, date des grands débats sur la fin des lois qui protégeaient le grain et qui a provoqué la scission du parti conservateur à l'époque et qui a donc totalement remodelé le système politique. Il n'y a rien d'équivalent depuis, et ce qui a non pas créé mais mis à jour, provoqué cette crise, c'est donc ce référendum du 23 juin 2016 sur l'Union européenne qui était censé au départ régler la question générale des rapports entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui est problématique depuis le début, mais aussi et surtout pour David Cameron, qui l'a organisé, qui était censé résoudre les problèmes internes du Parti conservateur. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces problèmes non seulement ne sont pas résolus, mais ont absolument explosé depuis 3 ans. Et parce que le Parti conservateur est au pouvoir, peut-être par là qu'on peut commencer, ça pose évidemment un problème fondamental pour la gouvernance du Royaume-Uni et donc aussi pour nous, pour l'Europe. Michaela Wigel. Oui, alors moi, la question qui m'intrigue, c'est le résultat des élections européennes. D'abord, effectivement, c'était assez curieux, bien sûr, de faire voter les Britanniques à ces élections. Mais je trouve quand même, on a vu dans le résultat aussi les prémices d'une recomposition politique. Et c'est sur ce point que j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que ce résultat nous enseigne aussi bien sur le bon résultat du Brexit Party, mais aussi à la résurrection, on peut dire probablement des Lib Dem, donc des libéraux démocrates, avec vraiment un programme très pro-européen. Et l'effondrement, effectivement, des autres forces du bipartisanisme. Donc, vraiment, vous pourriez nous éclairer sur ce point. Oui. Alors, le résultat de ces élections européennes est effectivement extrêmement intéressant. Nous enseigne beaucoup de choses inattendues, mais en même temps, j'apporterai un point de prudence. Il y a un certain nombre de raisons aussi qui font qu'il faut peut-être pas tirer trop d'enseignements de ces résultats. Donc d'abord, ce qu'il y avait d'intéressant, comme vous l'avez dit, c'est l'effondrement des 2 partis traditionnels, directement liés au Brexit. Donc les conservateurs se sont, alors un peu à la française, j'allais dire, le parallèle évidemment avec les républicains n'est pas inintéressant, se sont effondrés à 8 ou 9% des voix, ce qui est, alors, encore une fois, sans précédent. Je vais passer l'heure qui vient à dire que c'est sans précédent. D'avance de m'en excuser. Et cette hémorragie est clairement due au fait que les électeurs conservateurs traditionnels sont furieux que le Royaume-Uni ne soit toujours pas sorti de l'Union européenne. Donc il y a eu un déplacement d'une bonne partie de ces électeurs vers le nouveau Brexit Party de Nigel Farage, la nouvelle forme de Nigel Farage, qui n'a aucun programme, aucun militant, rien, mais dont le seul discours est « il faut sortir tout de suite ». Et y compris sans accord, de l'Union européenne. Et donc, il y a clairement un certain nombre d'électeurs conservateurs qui ont fait ce choix-là. Donc là, on comprend assez bien ce qui s'est passé, mais le résultat, c'est donc un effondrement du parti au pouvoir. De l'autre côté, donc un peu un phénomène comparable, mais à l'inverse chez les travaillistes, beaucoup d'électeurs travaillistes, furieux cette fois-ci que Jeremy Corbyn ne prennent pas plus clairement position en faveur d'un second référendum et du maintien dans l'Union européenne, se sont détournés donc de leur parti, y compris des jeunes qui, il y a 3 ans, étaient tous admiratifs de Corbyn, et ont voté pour le seul parti qui, depuis le début, dit clairement les choses sur l'Europe, qui sont donc les libéraux démocrates et les Verts. En Écosse, c'est les indépendantistes, les nationalistes écossais, qui ont profité de ce mouvement,
autre parti qui a clairement dit qu'il était contre le Brexit. Donc le résultat, c'est que deux partis ont vraiment gagné ces élections. Le Brexit Party a plus de 30% des voix, ce qui, pour qu'un parti créé il y a 2 mois, est quand même invraisemblable. Même s'il faut se rappeler qu'aux dernières élections européennes, le UKIP de Nigel Farage, qui est donc son prédécesseur, avait fait d'excellents résultats à 27%, donc il n'y a pas une telle différence de ce point de vue-là. Donc, le Brexit Party d'un côté, et donc les libéraux-démocrates qui, après un creux qui a duré des années, après leur participation à la coalition gouvernementale avec les conservateurs entre 2000 et 2015, qui leur a beaucoup coûté en termes électoraux, relèvent la tête en s'appuyant sur leur opposition au Brexit. Là où il faut quand même rester prudent, c'est sur le fait que traditionnellement au Royaume-Uni, on ne peut pas vraiment tirer beaucoup de conséquences des élections européennes pour les élections nationales. La principale raison, il y a 2 principales raisons. Un taux de participation traditionnellement très faible, donc beaucoup de gens, qui fait que du coup, ça radicalise un peu les résultats. Les gens qui vont qui vont voter, ce sont les plus mobilisés dans un sens ou dans un autre. C'est pas forcément les mêmes qui vont voter aux élections nationales. Et puis d'autre part, bien sûr, le mode de scrutin. Je ne saurais dire combien le mode de scrutin est important dans la vie politique britannique en général et en particulier en ce moment. Les élections européennes se jouent à la proportionnelle, comme chez nous, et donc évidemment favorisent les petits partis. En revanche, les élections nationales, législatives et locales se jouent avec ce scrutin très étrange pour nous, qui est majoritaire à 1 tour, où il suffit d'avoir 1 voix de plus dans sa circonscription que les autres partis pour être élus. Et ce mode de scrutin favorise très évidemment les grands partis. Ce sont ceux qui sont plus susceptibles d'arriver en tête dans chaque circonscription. Donc toute la question, c'est est-ce que, et on en revient peut-être à la question du bipartisme dont on pourra parler, c'est est-ce que le mode de scrutin qui favorise 2 partis et qui jusqu'à maintenant, depuis un siècle, favorisait les conservateurs et les travaillistes, va-t-il favoriser à l'avenir les libéraux, démocrates et on ne sait pas qui d'autre, un Brexit Party ou un autre ou un parti conservateur qui reprendrait les thèmes du Brexit Party. Enfin, tout ça est encore très très flou. Là, honnêtement, j'ai pas de réponse, mais je ne parierais pas sur ce renouvellement complet du bipartisme. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais rester précisément sur les conséquences ou l'analyse de cette élection européenne, parce qu'il me semble aussi que ça a mis un terme à un débat qui existe peut-être pas en Grande-Bretagne, mais qui me semblait un peu présent en France et dans d'autres pays européens, sur l'idée que, dans le fond, ce référendum avait été gagné non pas du tout à la loyale, et que le résultat du référendum était un peu le fait d'un malentendu, d'une part parce que les jeunes s'étaient beaucoup abstenus quand ils étaient inscrits sur les listes électorales même, alors qu'ils étaient plutôt en faveur du maintien, et puis surtout que la campagne du Leave, c'est-à-dire du départ, avait accumulé les mensonges, les promesses les plus démagogiques, etc. Or, ce qu'a montré les élections européennes, me semble-t-il, c'est quand même que finalement, les Britanniques sont quand même pour le départ. Après 3 ans de débat où on a expliqué les dégâts économiques, tous les risques d'un départ sans accord, où on est revenu probablement dans le contexte britannique sur tous les éléments de ce que des pour et des contre finalement. Le résultat des courses, c'est que, en fait, les Britanniques veulent vraiment partir. Et vous n'avez pas parlé dans les partis, la recomposition des partis, d'un petit parti qui n'a pas réussi à émerger, justement, mais c'est peut-être significatif, qui s'appelle Change UK, mené par un jeune député travailliste, Chuka Umunna, qui est en même temps une figure assez prometteuse, mais qui avait justement cette ligne de dire les travaillistes ne sont pas clairs sur le maintien, nous voulons le maintien, nous sommes le parti du maintien, et finalement, ils n'ont pas réussi à émerger. Pauline Schnapper. Oui, donc 2 choses dans ce que vous dites, et dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas de doute, et effectivement, le résultat des élections européennes nous le confirme, que le pays reste très, très divisé. Les fractures révélées plutôt que créées, je dirais, par le référendum il y a 3 ans, restent bien là. Alors là où je ne vous suis pas tout à fait, c'est quand vous dites que l'opinion n'a pas bougé du tout.
Elle a peu bougé, ça c'est sûr, et on aurait pu s'attendre, comme vous venez de le dire, à ce qu'elle change davantage compte tenu de ce qui s'était passé pendant cette campagne. En réalité, elle a peu bougé, et en plus, il faut se méfier quand même des sondages qui, avant le référendum, donnaient le Remain, donnaient des résultats serrés, donc on aurait dû se méfier, mais donnaient quand même le Remain en tête. Aujourd'hui, d'après les sondages et la moyenne des sondages, il y aurait eu quand même un petit mouvement en direction du Remain. La moyenne des derniers sondages donne 55-45 pour Remain, avec encore une fois toute la prudence. Donc, il semblerait quand même qu'il y ait eu un petit mouvement de la part, alors des jeunes qui ne s'étaient pas mobilisés et qui probablement voteraient davantage s'il y avait un deuxième référendum, et aussi des électeurs travaillistes. Les électeurs travaillistes du nord de l'Angleterre notamment, donc plutôt l'électorat populaire, traditionnellement travailliste et qui avait eu tendance à voter pour Leave, est celui qui a bougé, nous disent les sondages. Et c'est pour ça que l'attitude de Jeremy Corbyn devient vraiment surprenante et assez peu rationnelle, parce que c'est de ce côté-là qu'il y a eu un petit mouvement, et donc, a priori, il aurait tout intérêt à adopter une position franchement pro-Remain. Il ne s'aliénerait pas cet électorat qu'il veut absolument conserver. Mais ce qui reste vrai, c'est qu'il n'y a absolument pas de mouvement de fond, et ça, vous avez tout à fait raison. Le pays reste très divisé et très, je dirais, radicalisé sur cette question européenne. C'est-à-dire qu'il y a quand même, donc maintenant semble-t-il, une petite moitié, disons, de l'électorat britannique qui reste absolument convaincu que tout irait mieux si on sortait de l'Union européenne, que l'Union européenne est une institution bureaucratique, non démocratique, qui nous coûte trop cher. Enfin, tous les arguments qui ont été utilisés restent crus par notamment l'électorat conservateur. Ça, c'est quand même ce qui ressort le plus clairement. Sur le deuxième point, en un mot, je n'ai pas parlé effectivement de ce petit parti qui s'est créé en février avec un certain nombre de députés qui ont modéré des deux grands partis, disons, pro-européens, travaillistes et conservateurs, qui ont essayé, donc ils n'étaient qu'une dizaine, donc ils ont pris un gros risque, ils ont créé ce parti dont ils espéraient beaucoup pour les élections européennes, et qui en fait n'a pas décollé. Ils n'étaient pas d'accord entre eux sur la stratégie, et ce petit groupe a déjà explosé, c'est-à-dire que Chuka Umunna a rejoint les libéraux-démocrates en juin. Et donc, la recomposition, si recomposition il y a, est en train de se faire plutôt autour des libéraux-démocrates, donc pour ce qui concerne la mouvance pro-européenne, disons. Si on s'arrête une seconde, on a parlé beaucoup du Parti conservateur, enfin, pas aujourd'hui, mais d'une manière générale, il a beaucoup été question du Parti conservateur. Il a beaucoup été question de la très mauvais calcul fait par David Cameron. On a moins parlé de Jeremy Corbyn et du Parti travailliste. On ne voit pas très bien ce qu'il est devenu. Jeremy Corbyn lui-même est un personnage étrange, dont les opinions ne semblent pas toujours être celles qu'on attribue généralement à des hommes de gauche. Est-ce que j'ai été bon dans l'understatement? Vous me direz ça. Même question d'antisémitisme. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur le Parti travailliste et sur son leader? Bien sûr. Le Parti travailliste, en réalité, n'est pas en bien meilleur état que le Parti conservateur. Non seulement sur le plan électoral, comme on l'a dit et comme on l'a vu au moment des élections européennes, mais aussi sur le plan de ses divisions internes qui sont très fortes, et j'allais dire de ses problèmes de leadership, ça très clairement. Vous avez parlé de l'antisémitisme, qui est un gros problème au sein du Parti travailliste, et qui a un problème que les dirigeants actuels, donc Corbyn lui-même et puis le petit groupe de gens qu'il y a autour de lui, plutôt que les députés, refusent assez clairement de regarder en face. Enfin, on est quand même un peu dans le déni à la tête du parti. Corbyn, alors il vient de la gauche du parti, j'allais dire très traditionnel, donc pro-palestinien, anti-américain, pro-nationalisation, anti-européen, puisque cette gauche-là a été très longtemps anti-européenne. Alors, comme il s'est quand même un petit peu adapté, on n'est plus dans les années 70, donc il s'est un petit peu adapté à la situation actuelle, mais il reste quand même en décalage avec... Alors, d'abord, les députés. Le groupe parlementaire travailliste est beaucoup plus centriste et modéré que son leader.
ce qui pose évidemment des problèmes, j'allais dire, au quotidien. Les réunions entre les parlementaires et le leader toutes les semaines se passent très mal, ce qui est quand même un petit peu curieux pour un parti qui aspire à gouverner. Alors, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est du côté des militants. Il y a eu un afflux de militants, il y a eu cette espèce de Corbyn mania en 2015, y compris des jeunes étudiants, et les jeunes en particulier, qui ont quand même beaucoup souffert des politiques d'austérité auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est quand même les premières victimes. Donc, il y a eu un mouvement de masse. Alors, pour le coup, il y a 500 000 membres du parti aujourd'hui, à peu près, contre 150 000 pour les conservateurs. Donc, c'est un parti de masse. Il y a eu un afflux de jeunes, mais là où ça devient compliqué, c'est que ces jeunes-là sont pro-européens. Donc, sont en décalage avec le leader qu'ils admirent par ailleurs sur beaucoup d'autres plans. Et il y a donc, par exemple, entre autres, au sein du Parti travailliste, un mouvement en ce moment, qui dit « Love Corbyn, hate Brexit », qui essaye de convaincre Corbyn de changer d'attitude et d'adopter une position plus clairement favorable au maintien dans l'Union européenne. Donc, une situation que vous voyez extrêmement confuse en ce moment au sein du parti, qui évidemment explique leur position dans les sondages et leurs résultats aux européennes. Avec cette particularité que, tant pour les conservateurs que pour les travaillistes, les militants jouent un rôle important dans la désignation du leader. Dans les deux cas. Lucille Schmitt. Oui, moi, juste une anecdote, mais j'étais à Bruxelles cette semaine et j'ai discuté avec une députée écologiste britannique et c'était extraordinairement surréaliste, c'est-à-dire qu'elle disait « Je suis là, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Et d'ailleurs, je viens ici dans cette réunion pour me cultiver pour quand je rentrerai au Royaume-Uni sur des sujets qui ne concernent pas mon portefeuille comme députée. » Donc, on n'a jamais... Enfin, ces députés qui n'en sont pas, c'est une expérience nouvelle pour nous aussi. Moi, je voulais vous demander par rapport à cette question des scores, des mauvais scores des deux partis qui font la vie politique britannique habituellement, comment un mauvais score aux élections européennes peut avoir aussi des répercussions en termes de légitimité, notamment du côté du nouveau Premier ministre conservateur. C'est-à-dire que quand on fait 9%, est-ce qu'on reste un Premier ministre légitime ? C'est quand même quelque chose qui est important par rapport à la désignation du successeur de Theresa May. Et puis une deuxième question, on voit que c'est un poison lent et durable, ce Brexit, pour la société britannique. Est-ce que vous pensez qu'une fois que les choses auront été fixées, comme on pourrait dire, c'est quelque chose, il y aura une réconciliation possible? Parce qu'on voit bien que dans les déjeuners de famille, cette question des Brexiters et des Remainers est quelque chose, on peut plus parler en fait. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va s'arrêter ou est-ce que ça va rester un clivage durable pour cette société qui aujourd'hui est complètement divisée? Pauline Schnapper. Peut-être pour répondre tout de suite sur votre deuxième question, je n'en sais absolument rien. Pour l'instant, effectivement, on n'est pas du tout... on va pas du tout dans la direction d'une réunification, j'allais dire. Le terme n'est pas tout à fait le meilleur, mais enfin, ces divisions, encore une fois, restent très fortes. Vous parliez des disputes entre les familles. On est de l'ordre de l'affaire Dreyfus. Enfin, effectivement, en ce moment, c'est le sujet à éviter dans les repas de famille, quoi. Au Royaume-Uni. Je pense qu'il y en a pour un moment, parce que d'abord, le Brexit le problème de fond ne va pas être résolu tout de suite, loin de là. Et puis, il y a une situation, je pense que ça va dépendre beaucoup de la situation, d'abord du résultat, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une sortie sans accord, est-ce qu'il y a une sortie avec accord, ou est-ce qu'il n'y a pas de sortie du tout. Ça dépendra aussi, je pense, de la situation économique dans les années qui suivent. C'est-à-dire que si l'économie souffre autant que le prédisent les économistes, ce que je ne suis pas, les tensions risquent de rester fortes, même si chacun, évidemment, rendra l'autre coupable de la situation. Voilà, c'est un risque. Sur la première question, non. Alors là, je serai plus sûre de ma réponse. Les résultats des élections européennes aura peu d'incidence sur la légitimité du Premier ministre conservateur, tant qu'il est là, parce que précisément les Britanniques n'accordent que très peu de légitimité au Parlement européen. C'est le Parlement de Westminster qui compte. Tant que les conservateurs ont une majorité, si étriquée soit-elle, au Parlement, c'est de là que vient la légitimité du Premier ministre. Donc, je dirais que les résultats des européennes ont plus une valeur de sondage et d'indication qu'il y a un problème,
plutôt que qu'elle ne remette en question la légitimité d'un Premier ministre. Michaela Wiegand. Oui, j'aimerais aborder la question du risque d'un éclatement de la Grande-Bretagne. On a ce dernier temps pas mal parlé de l'Irlande du Nord, mais il y a aussi l'Écosse. Et on a l'impression, en tous les cas, j'ai vu avec étonnement un récent sondage que pour beaucoup de conservateurs, en tous les cas, il serait plus important d'obtenir le Brexit que d'éviter cet éclatement. Alors, comment vous voyez cela? Est-ce que vraiment, est-ce que vous avez parlé des nouvelles lignes de fracture qui se sont plutôt approfondies depuis le référendum il y a 3 ans? Est-ce qu'il y a aussi des autres lignes de fracture qui se superposent, c'est-à-dire qu'on est face à un nationalisme anglais, en quelque sorte, qui se manifeste à travers ce Brexit? Sur la même, dans la même foulée, Marc-Olivier Padis. Oui, parce qu'en fait, j'ai le sondage sous les yeux et pardon. je voulais donner les chiffres parce qu'ils sont quand même tout à fait, Michaela a tout à fait raison, mais les chiffres sont tout à fait fascinants, quoi. C'est-à-dire que le titre du sondage, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer, les membres du Parti conservateur, pour avoir le Brexit. Et donc, si on leur dit, un impact économique négatif significatif, ils sont 61% à dire, même avec un impact économique négatif, on prend le Brexit. Maintenant, si ça détruit le Parti conservateur, ah oui, à 54%, même si ça détruit le Parti conservateur. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que si on dit, et si ça provoquait le départ de l'Irlande du Nord du Royaume-Uni, 59% sont quand même d'accord, et le départ de l'Écosse, 63%. Donc, je pense que les Écossais ont dû être effarés de voir ce sondage. Ça va les faire réfléchir peut-être aussi sur l'indépendance. Et le dernier point qui est tout aussi ahurissant, c'est que le seul scénario qui rejette en disant non, là, il vaudrait mieux éviter le Brexit, c'est si ça amenait Corbyn au pouvoir. Donc, c'est vraiment tout à fait étonnant, ce sondage. Absolument. Je suis ravie que ce sondage soit paru avant qu'on se rende compte, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. La plus effrayée, c'est évidemment Ruth Davidson, qui est la leader des conservateurs écossais, qui, quand elle a vu ce sondage, a une réaction très très forte. Ce dont témoignent ces résultats, c'est alors évidemment la radicalisation des militants conservateurs. Le Parti conservateur, traditionnellement, c'était le parti non idéologue par excellence. C'était le parti du pragmatisme, de l'économie. Que des militants conservateurs disent on est prêt à payer un coût économique si on a le Brexit, c'est fou. Enfin, on va contre toute la tradition du Parti conservateur. C'était évidemment le parti du libre-échange et donc du marché unique. Je rappelle que Margaret Thatcher a été une des grandes, a été entre autres bien sûr, à l'origine du marché unique dans les années 80. L'idée qu'aujourd'hui son parti veuille non seulement sortir de l'Union européenne, mais du marché unique et de l'Union douanière, alors que l'Europe est de très loin leur premier partenaire commercial, ça donne une idée, donc j'y reviens, de la radicalisation idéologique du Parti conservateur, l'Europe étant devenue cette espèce de totem qu'il faut absolument abattre, contraire à toute logique, toute rationalité économique et politique, parce que donc ça nous amène au deuxième point, donc sur l'Écosse et l'Irlande du Nord. Le Parti conservateur, le nom complet du Parti conservateur traditionnellement, c'était le Parti conservateur et unioniste. Les conservateurs se sont toujours présentés, plus encore que les travaillistes, même si les travaillistes le sont aussi, comme le parti de l'union entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, et d'abord l'Irlande dans son ensemble, et puis depuis l'indépendance de la République, l'Irlande du Nord. Donc c'était ceux qui allaient maintenir l'unité du royaume, avec cette espèce de nostalgie évidemment sous-jacente de l'Empire et du moment où le Royaume-Uni était la grande puissance mondiale. Donc, qu'on en arrive à ce que des militants disent c'est pas grave si l'Écosse devient indépendante, c'est pas grave si l'Irlande se réunifie, c'est pas grave si notre PIB s'écroule, tant qu'on sort de l'Union européenne, c'est proprement ahurissant. Et c'est quand même un signe du trouble des temps dans lesquels nous sommes. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que très clairement, alors je ne parierai pas
que l'Écosse sera indépendante dans les 10 ans et que l'Irlande sera réunifiée dans les 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que dans le contexte actuel et avec le Brexit encore une fois, on ne sait pas sous quelle forme il se produit, mais s'il se produit, le risque, d'un point de vue britannique, de l'éclatement du Royaume-Uni s'accroît tout de même considérablement. Est-ce qu'on peut s'arrêter aussi une seconde sur quelque chose qui m'a beaucoup étonné? Ce sondage fait auprès des conservateurs est évidemment ce que vous venez d'en dire, c'est-à-dire le fruit d'une grande stupéfaction, et j'imagine en effet tout particulièrement pour les conservateurs écossais, mais c'est le Parlement britannique, moi, qui m'interroge, qui est au fond une espèce de modèle dans beaucoup de discours sur la vie parlementaire, et non sans raison. Il y a, quand on voit comment fonctionne le Parlement français et comment il est à la fois le peu de choses sur lesquelles il a prise, l'incapacité de l'Assemblée nationale à maîtriser son propre ordre du jour, la manière dont les députés sont tenus de manière absolument disciplinaire de voter tous comme un seul homme, à la façon des célèbres godillots. C'est pas le cas en Grande-Bretagne, ça ne l'est pas depuis toujours. Le Parlement, alors évidemment, on peut avoir eu beaucoup tendance à l'idéaliser, pas nécessairement les gens les plus intelligents ou les plus probes ou qui ont le plus travaillé qui sont au Parlement. Il y a sa part de canaille, on l'a vu avec des histoires qui étaient pas très ragoûtantes sur la corruption ou sur le fait que de relativement nombreux parlementaires avaient fait passer sur l'argent public des dépenses qui n'avaient strictement rien à voir avec le bien public. Mais en même temps, cette image d'un Parlement auquel finalement tout doit être soumis ou devant ou par qui tout doit être accepté avant de se faire reste renforcée, je dirais, par l'actuel speaker, qui est un personnage tout à fait admirable, aussi bien, admirable, je veux dire, dans le sens latin du mot, c'est-à-dire que il faut absolument le regarder et voir avec quelle efficacité il impose justement ce personnage de l'homme qui doit mettre de l'ordre dans les débats de la Chambre. Et puis, le comportement du dit Parlement vis-à-vis de la question du Brexit, vis-à-vis de Theresa May elle-même, donne là aussi un sentiment de canard à qui on a coupé le cou et qui continue à avancer, comme on peut le voir dans les fermes aveyronnaise notamment. Sur ce Parlement, Pauline Schnapper, quel jugement ou quelle observation faites-vous? Oui, j'irais tout à fait dans votre sens. C'est vrai que le Parlement britannique reste malgré tout un modèle de démocratie représentative. Il faut lui garder cela. Mais il a été très affaibli depuis 3 ans. Il a été d'abord affaibli par le recours au référendum lui-même, qui est évidemment contraire au principe constitutionnel, en tout cas d'origine au Royaume-Uni, qui est qu'il n'y a pas de démocratie directe au Royaume-Uni. Normalement, tout passe par le Parlement. On ne peut pas avoir de Premier ministre qui ne soit pas issu du parti majoritaire au Parlement, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Donc déjà, le recours au référendum était problématique, d'autant plus que le résultat du référendum a été contraire, opposé à la majorité parlementaire. Je rappelle qu'il n'y avait absolument pas de majorité pour le Brexit au Parlement en juin 2016. Donc, Cameron, en jouant les apprentis sorciers, a aussi affaibli le Parlement, qui s'est retrouvé à devoir appliquer une décision prise par le peuple, et non par lui, avec laquelle il n'était pas d'accord. Donc, la contradiction, elle vient dès l'origine, si vous voulez, dès juin 2016. Bon, il est aussi affaibli, il a été affaibli par la façon dont il a été traité par Theresa May, qui a essayé de le contourner à plusieurs reprises. Il a fallu l'intervention de la Cour suprême pour que le Parlement puisse voter l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne, donc démarre le processus. Elle voulait se passer du Parlement. Donc ça aurait été quand même une très grosse atteinte à son pouvoir. Et puis, bien sûr, il a été aussi affaibli ces derniers mois, depuis 7 mois, par le fait qu'il est tellement divisé, quoi. Il y a sur la question centrale du Brexit, non seulement les partis ne sont pas d'accord entre eux, mais on l'a vu tout à l'heure, au sein des partis, il y a un émiettement total des opinions entre, disons, d'un extrême à l'autre, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, avoir un deuxième référendum, et à l'autre extrême, ceux qui veulent sortir tout de suite sans accord. Et entre les deux, vous avez absolument toute la gamme des opinions, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne mais rester dans le marché unique, ceux qui veulent sortir mais rester dans l'Union douanière, ce qui est censé être la position officielle des travaillistes aujourd'hui. Et en fait, quand il y a eu ces fameux votes indicatifs
vers janvier, février, mars, il n'y avait de majorité pour aucune des différentes solutions. C'est-à-dire qu'il y avait toujours plus de gens contre que pour. La seule chose sur laquelle le Parlement a réussi à se mettre d'accord pour l'instant, c'est de ne pas sortir sans accord. Mais de toute façon, le 31 octobre, s'il ne se passe rien, il y aura une sortie sans accord. C'est la solution par défaut. C'est le Brexit par défaut. Donc même ce seul vote positif, en réalité, ne joue pas, n'a pas de conséquences réelles. Pardon, juste sur ce petit point-là. Le 31 octobre, normalement, s'il n'y a pas d'accord, c'est sorti sans accord, évidemment, et par défaut. Est-ce que vous pensez que les parlementaires et l'opinion britannique y croient ? Parce qu'il y a eu tellement de reports que même si Moïse en personne redescendait du mont Snowdon, qui je crois est le mont le plus élevé de Grande-Bretagne, en disant 31 octobre, tout le monde dehors, je ne suis pas sûr. Enfin, je voudrais savoir si vous pensez que les parlementaires et l'opinion publique britannique croient que cette échéance est une échéance définitive. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la der des der. Je ne saurais vous dire. Je crois que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça ne dépend pas que d'eux. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un nouveau report, il faudrait, comme on l'a vu début avril, un consensus des 27. Il faudrait, un, qu'ils le demandent, et deux, que les 27 l'acceptent. Les différents candidats conservateurs, à une exception près, ont tous fait campagne sur le thème « Nous sortirons le 31 octobre, quoi qu'il arrive ». On espère avec un accord, et au pire sans accord. Donc, très clairement, côté conservateur, c'était la façon de se faire élire, y compris des gens aussi modérés que Jeremy Hunt, enfin, tout est relatif, s'y sont engagés. Donc, il y a effectivement un problème de confiance dans l'opinion publique, du côté de ceux qui veulent sortir, bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est moins clair, puisqu'il y a des gens qui espèrent qu'il n'y aura pas de sortie au 31 octobre. Et ça pourrait être le cas en deux mots. Il pourrait y avoir deux reports, je pense, et les 27 n'accepteraient un nouveau report que s'il y avait clairement soit des élections législatives à l'automne, soit un deuxième référendum annoncé. Michaela Wiegel ? Oui, j'avais une question, parce que justement, vous avez si bien expliqué cette en quelque sorte irresponsabilité politique qui s'est manifestée déjà dans la tenue du référendum. Et j'avais lu une thèse dont j'aimerais bien avoir votre avis. On sait déjà que le prochain Premier ministre aura été formé à Oxford. Et on dit ce système Oxford et ce qui précède, c'est-à-dire des boarding schools très tôt, où les enfants sont très tôt exposés à la pression de groupe, est un des facteurs pourquoi les hommes politiques britanniques, plus que d'autres, jouent et ne se confrontent pas avec la responsabilité en quelque sorte d'adulte. Vous croyez à cette thèse, à cette remise de question de tout un système de formation? J'ai trouvé ça intéressant que ce débat est mené en Grande-Bretagne. Pauline Schnapper. Là, pour le coup, je me garderais bien de faire de la psychologie culturelle. Je sais pas très bien. Je pense que tous les systèmes éducatifs en Europe ont leur mode de sélection des élites. Je suis pas sûre que celui du Royaume-Uni aboutisse à des résultats vraiment différents de nos grandes écoles en France. On est dans tous les cas, effectivement, on a affaire à des gens qui sont assez éloignés de la vie quotidienne de la majorité de leurs concitoyens. Mais est-ce que c'est pas le cas partout ? Voilà, je reste très prudente sur cette thèse. Sur les spécificités de la classe dirigeante britannique, les réponses aux questions de Michaela sont dans John le Carré. Absolument. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais noter un paradoxe, c'est que Theresa May a essayé de négocier le Brexit alors qu'on sait qu'elle avait voté, elle était favorable au Remain. Et là, on voit bien que dans la course à la succession qui est ouverte entre Boris Johnson et Jeremy Hunt, Jeremy Hunt a dû assumer, la question lui a été posée, que lui, il était un Remainer, donc il était aussi pour rester dans l'Union européenne. Boris Johnson, en revanche, était un fervent partisan du Brexit. Donc, ce qui est intéressant, et au moment où on enregistre cette émission, c'est, au fond, sont en course deux profils très différents par rapport au Brexit, c'est-à-dire à la fin juin. Nous sommes dans une situation où on a, en quelque sorte, une espèce de Theresa May en pantalon,
Et puis, on a Boris Johnson, qui est une sorte de Trump britannique, qui a la faveur... je voyais, par exemple, des photographies de l'intérieur de sa voiture ont circulé pour montrer combien il était désordonné, et au fond, comme tout le monde, quelque part. C'est-à-dire que tout le monde, quand il n'a pas le temps de donner un coup d'aspirateur dans sa voiture... Enfin, on a l'impression que c'est une sorte de Monty Python. Enfin, il y a quelque chose de l'humour britannique chez Boris Johnson, son côté aussi imprévisible, donc à la Trump. Et donc, on voit bien comment il peut être séduisant aussi dans un contexte où, au fond, il est quand même le seul en course qui avait fortement appuyé le Brexit, alors qu'il faut négocier le Brexit, et qu'il assume de dire, au fond, je construirai un nouveau rapport de force. Et ce qui est intéressant par rapport à la question que posait Philippe, c'est qu'on aura une nouvelle Commission européenne, un nouveau président, un nouvel exécutif européen, et en face de ça, un Boris Johnson qui, depuis des années maintenant, porte le Brexit. Donc, sur le rapport de force, ça peut être quelque chose de gagnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Jeremy Hunt a-t-il une légitimité quelconque, puisqu'il n'est qu'une sorte de Theresa May ressuscitée, donc au masculin? Oui, alors d'abord, juste un point de précision sur la nouvelle commission. Oui. Elle se mettra en place le 1er novembre. Oui. Donc, et c'est pour ça que la date du 31 octobre a été décidée. Oui. C'est que normalement, donc, le Royaume-Uni sera sorti avant la mise en place de la nouvelle équipe à Bruxelles. Mais enfin bon, une parenthèse. Qui croit? Alors, sur Johnson lui-même, oui. Alors, le point positif, c'est que s'il devient Premier ministre, ce qui est probable à cette date, au moins il sera mis enfin devant ses contradictions et ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il a joué la démagogie et le mensonge pendant toute la période, pendant toute la campagne référendaire. Il a joué un rôle important dans le résultat, en raison justement de la popularité qu'il avait et dont vous avez parlé. Là, il va falloir qu'il agisse. Et tout le monde sait disons qu'il n'a pas fait ses preuves, on va dire ça comme ça, en tant que ministre des Affaires étrangères, qu'il est assez peu considéré non seulement à Bruxelles, mais même dans son propre groupe parlementaire, dans son propre parti. Beaucoup de gens ne le prennent pas au sérieux. Donc ça, c'est le... Et pourtant, ces députés-là ont voté pour lui. Et donc là, on a quand même un paradoxe intéressant. Et il y a certainement, chez un certain nombre d'entre eux en tout cas, l'idée que, en tout cas, c'est l'image que lui essaye de faire passer, c'est que lui, au moins, il pourrait négocier avec les Européens. Et dans les couloirs, il se dit que peut-être que lui arriverait à obtenir une concession symbolique à Bruxelles en septembre, et que comme il est meilleur orateur et plus charismatique que Theresa May, lui pourrait arriver à le vendre au Parlement, aux unionistes irlandais, que Theresa May n'a pas réussi à faire pendant plusieurs mois. Moi, ça me paraît quand même une version un peu optimiste, pour tout vous dire, de la suite des négociations du Brexit. Je n'y crois pas beaucoup. Je crois plus à des élections législatives à l'automne, en cas de blocage. Mais évidemment, ne me faites pas revenir dans 3 mois et me dire vous aviez dit, puis c'est pas ce qui s'est passé. Nous sommes pour le droit à l'oubli. Marc-Olivier Plessier. Non, mais si, au contraire, je voudrais même vous pousser à plus de pronostics, parce que on voit, il y a beaucoup d'incertitudes, donc vous avez dit peut-être des élections législatives à nouveau, peut-être un nouveau référendum. Moi, je sais que je suis très prudent pour comprendre le Royaume-Uni. J'ai toujours l'impression que c'est très difficile, et à chaque fois, je crois avoir compris quelque chose. Je me rends compte qu'en fait, non. Donc, j'ai quelques boussoles, et notamment le grand historien de Oxford, spécialiste de l'histoire européenne, qui s'appelle Timothy Garton Ash, qui écrit tribune sur tribune dans le Guardian pour dire il faut un deuxième référendum. Mais là, je voudrais parce que ce que vous décrivez, on n'y croit pas. Il ne peut pas y avoir de deuxième référendum. Et même s'il y a un deuxième référendum, vous avez donné les chiffres tout à l'heure, il y a aujourd'hui, d'après les sondages, peut-être 55% des gens qui seraient pour voter pour rester s'il y avait un deuxième. Mais c'est une marge très, très faible. Au bout de 3 ans de débat où on a répété, en tout cas sur le continent, je sais peut-être pas en Angleterre, mais on a répété que vraiment c'était une très mauvaise démarche, ce Brexit. Donc 55%, ça me semble vraiment très, très faible. Et donc, est-ce que vous y croyez à un deuxième référendum ? Je suis un peu de votre avis. C'est-à-dire que c'est moins, voilà, je vais dire ça comme ça, c'est moins exclu que ça ne l'était il y a quelques mois. C'est-à-dire que on voit quand même de plus en plus de gens se rallient à l'idée. Je parle d'hommes et de femmes politiques, mais sur le plan politique, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que ça me paraît d'abord très difficile à vendre à l'électorat en général.
c'est-à-dire à justifier sur le plan politique, parce que à cause aussi des antécédents qu'il y a eu en Europe. Nous, on a eu le cas de notre référendum en 2005 sur le traité constitutionnel. Le thème de l'Europe ne nous laissera jamais partir et il nous fera voter jusqu'à ce qu'on vote comme il faut, c'est un argument qui ferait mouche, ça très clairement auprès de beaucoup de gens. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est celle que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr que le résultat serait vraiment différent, même si probablement la question serait posée différemment. Ça serait plutôt peut-être quelque chose comme acceptez-vous l'accord de retrait signé par Theresa May ou voulez-vous rester? Donc ça serait pas remain ou leave, mais enfin bon, ça reviendrait quand même à ça. Voire 3 questions avec une question sur une sortie sans accord. Je n'y crois pas beaucoup. Disons, je dirais que le pourcentage de chances que ça arrive me paraît un petit peu supérieur à ce qu'il était il y a 6 mois, mais je continuerai à le mettre en dessous de 50% quand même. Il reste aussi la question qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, qui est la question de l'Écosse. Donc, le sondage auquel Marc-Olivier Badis faisait référence montre que les conservateurs sont dans une majorité importante prêts à accepter l'indépendance de l'Écosse. Qui n'est pas passé loin la dernière fois, mais pas passé loin ou ne pas passer, c'est pas passé qui compte. Entre ce que les conservateurs ont dit de l'Écosse et de son éventuel départ et les conséquences pour l'Écosse elle-même de la rupture qui viendrait du Brexit, est-ce que vous avez l'impression que l'indépendance de l'Écosse est au bout du tunnel ? Alors, oui, donc pour rappel, 2014, premier référendum sur l'indépendance de l'Écosse, les Écossais ont voté donc à 55% pour rester dans l'Union, et donc il y avait quand même 45% pour l'indépendance, qui était bien supérieur à ce qu'indiquaient les sondages dans les années précédentes. Donc il y a eu vraiment, clairement, un mouvement favorable au nationalisme écossais au moment de ce référendum. Quand il y a eu le référendum sur le Brexit, évidemment, les nationalistes écossais ont tout de suite dit, il n'est pas question qu'on nous fasse sortir de l'Union européenne contre notre... quand il y a eu ce référendum et que les Écossais ont voté pour rester, contrairement à l'Angleterre, pour rester dans l'Union européenne, les nationalistes écossais ont sauté sur l'occasion pour dire, on ne nous fera pas sortir contre notre gré de l'Union européenne, et donc il faut qu'il y ait un deuxième référendum. Ce que pour l'instant, le gouvernement britannique a refusé, parce que dans la constitution britannique, il faut accord de Londres pour qu'il y ait un référendum en Écosse. On n'est pas dans le cas de figure de la Catalogne. Où les indépendantistes locaux voulaient organiser un référendum contre la ville de Madrid. Oui. Même aujourd'hui, le SNP, pour l'instant, se refuse à organiser un référendum contre Londres. Ils sont plus légitimistes de ce point de vue-là. Ils ne veulent pas provoquer une crise constitutionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que les sondages depuis 2016, en Écosse, n'ont pas beaucoup bougé. C'est sur la question de l'indépendance, contrairement à ce qu'espéraient les nationalistes. On est toujours autour de 55-45. Mais bien sûr, le Brexit n'a pas encore eu lieu. Donc, à la fois, ça nous dit quelque chose, et en même temps, ça ne nous dit rien de l'évolution possible. Alors, on verra. S'il y a une sortie sans accord le 31 octobre, l'opinion écossaise pourrait bel et bien basculer, pour le coup, en faveur d'un deuxième référendum sur l'indépendance. Pour l'instant, ce mouvement n'a pas eu lieu, c'est tout ce qu'on peut dire. Et l'Écosse devenir un des pays du Commonwealth. Lucille Schmitt. Oui, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Marc-Olivier sur Timothy Garton-Ash. J'ai eu l'occasion de faire un débat avec lui il y a 3 semaines environ à Oxford, et ce qui m'avait frappé dans sa position, c'est qu'il voyait vraiment le Brexit comme une apocalypse, en fait. C'est-à-dire qu'il développait l'idée que c'était un processus qui, sans fin, mettrait le Royaume-Uni dans une espèce d'enfer. Sans doute, je trouve, en négligeant un peu trop le fait que l'Union européenne n'est pas, au fond, seulement l'esprit européen, et que quelque part le lien entre la société britannique et la société du continent va rester, même si le Brexit a lieu. Et donc j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est-à-dire que au fond la jeunesse britannique, elle est européenne. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose en termes de génération qui fait que, vous le disiez d'ailleurs par rapport au Parti travailliste, les jeunes espèrent faire changer Jeremy Corbyn de position. Et donc, comment est-ce que les liens entre nos sociétés peuvent perdurer au-delà d'un Brexit qui est institutionnel, qui aura des conséquences économiques fortes, mais il y a aussi une liberté des personnes à rester européens au-delà de sortir de l'Union européenne. Alors, c'est évidemment très difficile d'anticiper là-dessus. Je pense encore une fois que ça va beaucoup dépendre de la façon dont le Royaume-Uni sort. Si le Royaume-Uni sort d'une part, et puis la nature des relations futures.
pour revenir sur les jeunes, est-ce que le Royaume-Uni restera dans les programmes Erasmus et Erasmus+, ou pas? Est-ce qu'il y aura libre circulation ou pas? Quels seront les droits des uns et des autres, des citoyens européens en général, pour s'installer au Royaume-Uni et inversement? Ce sont des choses très concrètes comme ça sur lesquelles, pour l'instant, on ne sait rien, parce que tout ça a été résolu dans l'accord de retrait de novembre. Mais comme pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord de retrait de novembre ratifié, on ne sait pas si du jour au lendemain, il y aura des contrôles aux frontières sur les personnes. Alors, il est peu vraisemblable qu'on demande des visas pour aller visiter le Lake District en Angleterre. Mais je veux dire, il y aura quand même des aspects très concrets qui pourront jouer. Et puis, au niveau politique aussi, on peut quand même se demander si ça ne va pas influencer les relations bilatérales et multilatérales entre le Royaume-Uni et les autres pays européens. Si ça se passe vraiment mal après le 31 octobre, je ne peux pas ne pas penser qu'au moins à court terme, ça ait des conséquences sur nos relations avec les Britanniques. Ce qui est intéressant, j'avais assisté à la signature d'un accord, c'était il y a 1 an, entre la Sorbonne et l'université d'Oxford pour anticiper sur la façon dont le Brexit était incertain. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des accords bilatéraux qui se signent entre certains partenaires, mais on voit bien que sur le plan budgétaire, par exemple, cette question du Brexit fait que les universités ne savent plus très bien quels vont être leurs frais, etc. Mais il y a déjà une anticipation pour surmonter un Brexit. Tout à fait. Il faut bien voir que le monde universitaire et de la recherche britannique est absolument désespéré. Le cas de Tim Katonaj est un exemple parmi beaucoup d'autres. Tous nos collègues, tous les collègues qu'on connaît il y a une espèce de dépression collective parce que alors il y a une partie très matérielle, c'est-à-dire qu'ils ont très peur de perdre l'accès aux fonds européens, qui dans ces domaines-là jouent maintenant un rôle extrêmement important en sciences dures et en sciences humaines. Et puis, à cause de tous ces liens, évidemment, très importants en Europe, qui se sont loués depuis 30-40 ans maintenant. Donc, effectivement, il y a une multiplication d'accords bilatéraux pour essayer de compenser. On reçoit des demandes, très clairement, des universités britanniques qui s'inquiètent beaucoup, et à juste titre. Est-ce que ça pourra remplacer éventuellement le niveau de relations que permettait l'appartenance conjointe à l'Union européenne? C'est trop tôt pour le dire. On ne sait pas ce que les étudiants européens devront payer, par exemple, comme frais d'inscription dans les universités britanniques. Pour l'instant, ils payent comme les Britanniques. Si on les soumet au même régime que les étudiants chinois ou américains, on multiplie par 3 les frais d'inscription. Donc voilà, tout ça ce sont des choses très concrètes qui auront, je pense, des incidences sur ces liens sociaux, enfin entre les sociétés civiles des différents pays. Pour l'instant, on n'a pas ces réponses. Marc-Olivier Palis. Je voulais revenir sur la question du libre-échange, parce que vous avez dit le Parti conservateur est traditionnellement le parti du libre-échange. Et donc, dans la négociation avec Bruxelles, un point essentiel, c'est de savoir si le Royaume-Uni reste dans l'union douanière, c'est-à-dire ce qui permet justement les échanges au sein de l'Union européenne, avec tous les accords qui facilitent les transits de marchandises, etc. Mais en fait, donc le fait qu'ils veuillent sortir de l'union douanière, ça semble indiquer finalement le refus des règles européennes. Mais l'idée qui est derrière, c'est qu'en sortant de l'union douanière, ça permet de négocier d'autres accords commerciaux avec l'ensemble des autres partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne, les États-Unis en premier, mais surtout pour les conservateurs les plus libéraux, ils regardent beaucoup vers l'Asie. Le projet, c'est si les Britanniques, c'est pas de si les Britanniques sortent de l'Europe, l'alternative, ce n'est pas de s'enfermer sur les îles britanniques, mais c'est Global Britain. C'est ça le scénario, c'est le discours en tout cas. Et donc dans ce cas-là, il faut sortir de l'union douanière pour pouvoir renégocier des accords avec la Chine, avec les États-Unis, etc. Mais à votre avis, donc ça veut dire que c'est toujours le libre-échange, en fait, qui est derrière. Mais les libres-échanges à la condition britannique, à condition qu'ils soient capables de négocier, évidemment, des bons accords, alors qu'ils sont un petit partenaire commercial pour la Chine ou les États-Unis.
La perspective d'une Global Britain devrait réjouir ceux qui parlent le globish. Pauline Schnapper. Oui, mais je vais une fois de plus tout à fait dans votre sens. Il y a eu donc tout un discours qui a été d'abord celui de gens comme Boris Johnson, puis repris par le gouvernement. Theresa May, le Foreign Office, a publié des rapports sur Global Britain en expliquant combien ça allait être merveilleux. Je pense qu'eux-mêmes n'y croyaient pas beaucoup parce qu'au Foreign Office, les diplomates sont à peu près aussi désespérés que les universitaires. Mais enfin, ils ont joué le jeu et il y a eu des rapports officiels expliquant que on allait joyeusement signer des accords de libre-échange avec tous ces pays qui n'attendaient que ça, que le Royaume-Uni sorte de l'Europe pour pouvoir enfin signer des accords. On est dans le fantasme total, dans le sens où... Alors, le cas des États-Unis est évidemment un peu particulier avec Trump, puisque Trump s'est engouffré dans cette espèce de brèche, a joué le jeu du Brexit, c'est-à-dire que c'était formidable, que bien sûr on allait signer un accord de libre-échange. L'objectif de Trump, on le sait bien, c'est de détruire l'Union européenne. Donc le Royaume-Uni ne l'intéresse que modérément, alors se faire photographier avec la reine, très bien, mais dans la dimension politique ou même économique, l'intéresse beaucoup moins que l'idée d'enfoncer un coin dans l'Union européenne. Donc lui, c'est un petit peu un cas à part. Cela dit, même dans ce cas-là, il a déjà commencé à dire que, bien sûr, un accord de libre-échange voulait dire se débarrasser des règlements européens qui empêchent aux États-Unis, par exemple, d'exporter leur poulet au chlore, etc. Et que, évidemment, il espérait bien que les compagnies américaines auraient accès au fameux NHS, au service de santé britannique, et qu'on allait pouvoir entrer dans le système public de santé. Autant vous dire que ça n'a pas eu beaucoup de succès dans l'opinion britannique. Donc déjà, même de ce côté-là, il y aurait un problème. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les interlocuteurs auxquels pensaient en premier lieu les Britanniques, les Brexiters, c'est-à-dire les pays du Commonwealth, et des pays comme la Chine se sont absolument pas précipités pour dire mais oui, bien sûr, allons-y. Les Australiens, par exemple, étaient tout à fait contre le Brexit, il faut en être conscient. Et on dit plusieurs fois pendant la campagne du référendaire, mais non, nous on est en train de négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne dans son ensemble, c'est ça qui nous intéresse. Quel est l'intérêt en parallèle d'entamer des négociations juste avec le Royaume-Uni? Quant au cas de l'Inde, qui est très intéressant aussi, parce que ça aussi, ça faisait partie des fantasmes, les puissances émergentes, nos liens historiques, on va avoir des relations formidables avec l'Inde. Quand Theresa May est allée en voyage officiel en Inde en 2017, le Premier ministre indien, qui est le même que le Premier ministre actuel, lui a dit écoutez, vous allez commencer par ouvrir le nombre de visas que vous prévoyez pour les ressortissants indiens, puis on discutera après d'un accord de libre-échange. Et donc la discussion s'est close avant d'avoir même commencé. Donc on est vraiment dans l'ordre du fantasme. Encore une fois, l'Union européenne, c'est la moitié des échanges commerciaux du Royaume-Uni. C'est sur cette perspective qui augmente encore le brouillard qui s'abat sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il me reste, Pauline Schnapper, à vous remercier, remercier ceux qui nous soutiennent, et notamment cette compagnie MMA, compagnie d'assurance qui nous soutient matériellement et moralement. Faites comme elle, faites-nous connaître, car trop de gens ignorent encore que nous sommes passés de la voie hertzienne à l'ordinateur, et soutenez-nous financièrement en profitant de la défiscalisation à hauteur de 66%. Vous nous retrouverez pour une prochaine émission thématique la semaine prochaine. Sur quoi portera-t-elle? Vous le saurez si vous allez sur notre site, car tout cela sera indiqué, et aussi c'est le meilleur moyen pour pouvoir aller jusqu'au soutien matériel. Cette émission a été préparée avec Charlotte Montier. Le site est animé par Nicolas Tourneau. C'est Benoît Carré qui en assure le compendium sur notre site. Adrien Beccaria l'a enregistré à l'arrière-boutique et Julien Neuville l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Merci et à la semaine prochaine.